le phénomène n'est pas nouveau. Et j'ajouterais qu'il peut avoir des effets même positifs pour la collectivité. Dès 1789, la Société des Amis des Noirs, ainsi était-elle nommée, militait pour l'abolition de l'esclavage aux colonies, qu'elle finit par obtenir une première fois en 1794. De même, à partir de 1909, l'Union française au suffrage des femmes a mené une véritable action de lobbying auprès des parlementaires. Une action qui a préparé les esprits à la grande réforme du vote des femmes approuvée par les députés il y a tout juste 100 ans, en mai 1919, longtemps bloquée par le Sénat, déjà, et finalement débloquée par l'ordonnance du 21 avril 1944. Sur des sujets plus techniques, aux implications économiques et financières, l'intervention des représentants d'intérêt peut davantage prêter à la polémique, mais reconnaissons que vouloir l'interdire serait d'abord inefficace et surtout préjudiciable à la qualité même de la décision. Les décideurs publics, en effet, ont besoin aussi d'expertise et d'informations provenant de sources diverses. Sans le contre-feu des lobbyistes, sans doute que ces mêmes élus seraient prisonniers de la technostructure qui n'a pas toujours raison toute seule. Syndicats, associations, dont certaines sont reconnues d'utilité publique, entreprises privées ou publiques, unions professionnelles d'un secteur, groupements de consommateurs ou d'usagers, établissements publics industriels et commerciaux, ONG, tous sont des représentants d'intérêts en puissance. Tous doivent être écoutés par les élus, et singulièrement par ceux qui écrivent la loi, sauf à prendre le risque de légiférer en dehors de la réalité qu'il faut savoir appréhender dans sa complexité, sans bien sûr mésestimer les effets induits. L'enjeu n'est donc pas de nier ni d'interdire le lobbying, mais de garantir qu'il ait lieu au grand jour, que les informations fournies puissent être contredites par d'autres, que les campagnes de sensibilisation ne s'accompagnent pas de pratiques inacceptables. La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donné un socle juridique solide à cet encadrement, avec l'établissement d'un répertoire des représentants d'intérêts et la fixation des règles déontologiques s'appliquant à leurs activités. C'est un début. Cette législation ne nous dispense pas de continuer à nous interroger sur les pratiques et les modalités du lobbying en France, en Europe et ailleurs. Je tiens donc à remercier une nouvelle fois Sylvain Waserman de nous avoir invités à cette réflexion collective que j'espère fructueuse pour l'ensemble de la collectivité nationale, pour l'ensemble des acteurs et bien sûr pour l'intérêt général. Je vous remercie et vous souhaite des travaux très fructueux.